Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. Le principe de l'émission, donner du temps à nos experts pour donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 7 décembre. La guerre en Ukraine a-t-elle changé de dimension après cette frappe de drone loin à l'intérieur du territoire russe? Ce sera le thème de notre premier débat, alors que Vladimir Poutine a reconnu aujourd'hui un conflit plus long que prévu. Bien sûr, c'est peut-être un long processus, mais de nouveaux territoires russes sont apparus. C'est un résultat significatif pour la Russie. Le président russe qui a dû modérément apprécier la une du magazine Time, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine, personnalité de l'année. On décrypte la situation militaire et diplomatique dans une minute. Et puis pour notre débat de société, retour sur la proposition du député LFI Aymeric Caron d'interdire la corrida dans les villes taurines. La dérogation à la loi date des années 50. Tradition culturelle et retombées économiques pour les uns. Cruauté envers les animaux, symbole de notre rapport au vivant pour les autres. On confrontera les arguments de nos invités dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la guerre sur le sol russe et la gêne des Américains après ces frappes de drones ukrainiens. Mathias Araez. À moins de 200 km de la frontière, un réservoir d'essence dans la ville russe de Koursk a été la cible ce mardi d'un bombardement. La veille, 2 bases aériennes situées à plus de 600 km à l'intérieur des terres russes étaient visées. Les drones ukrainiens volant à basse altitude ont été interceptés. À la suite de la chute et de l'explosion sur les bases aériennes russes, des débris des drones à réaction, la coque de 2 avions a été légèrement endommagée. Et 3 militaires russes du service technique qui se trouvaient sur place ont été mortellement blessés. Du côté des soutiens internationaux, on assure ne pas encourager cette nouvelle stratégie ukrainienne. Le président l'a dit très clairement il y a quelque temps. Nous ne permettrons pas à l'Ukraine d'organiser des frappes au-delà de ses frontières. Nous n'encourageons pas l'Ukraine à lancer des frappes au-delà de ses frontières. Pour l'heure, l'origine des armes reste floue. Fin octobre, une entreprise ukrainienne d'armement communiquait sur la mise au point d'une arme à longue portée. La portée est de 1000 km, le poids de l'ogive est de 75 kg. Nous finalisons le développement. Nous ne vous disons pratiquement rien, mais ce rien fonctionne avec succès sur le champ de bataille. Depuis ces frappes, la riposte ne s'est pas fait attendre. Ce mercredi, au moins 6 civils ukrainiens ont été tués dans une frappe russe près de Donetsk. Voilà, beaucoup d'actualités à débattre avec mes invités autour de la situation en Ukraine et en Russie. Avec Irina Dmitrichine, bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'INAL, co-responsable des études ukrainiennes. Le général Dominique Trinquant, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Julien Théron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, enseignant conflit, sécurité internationale à Sciences Po. Et votre livre Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre, avec Isabelle Mandreau, publié chez Talendier. Mathieu Croissando, évidemment, éditorialiste politique à mes côtés. Comme chaque semaine, on est quel jour Lundi et mercredi. Mais lundi, vous étiez à ma place. C'était vous qui assuriez. Ça s'est très bien passé. C'était une très belle émission. Allez, on redevient évidemment sérieux. Est-ce que ces frappes ukrainiennes sur le territoire russe, est-ce que ça change la donne? Voilà la première question à laquelle on va répondre ensemble. Irina Dmitrichine, peut-être, comment c'est reçu en Ukraine? J'ai l'impression que les autorités ukrainiennes, pour l'instant, ne communiquent pas vraiment autour de ces frappes. Quelles sont les infos qui remontent de votre côté? C'est une joie contenue, en quelque sorte. On ne fanfaronne pas, on sait très bien qui est derrière. On est heureux de voir que l'industrie ukrainienne, l'industrie de l'armement parvient à faire ce genre de merveilles. Ça redonne bien évidemment de la fierté, mais aussi de la confiance aux Ukrainiens. Et donc, aujourd'hui, on conjecture sur les prochaines cibles. Je préciserai quand même que les Ukrainiens ne frappent que les infrastructures militaires, à savoir les aérodromes, d'où partaient les avions qui bombardaient l'Ukraine, ou bien les dépôts pétroliers. Donc, c'est parfaitement justifié aux yeux des Ukrainiens. On ne peut pas mettre sur une balance ces frappes avec les frappes russes qui visent l'Ukraine, qui visent des civils, qui visent les infrastructures électriques, etc. C'est ce que vous dites. Exactement. Oui. Ouais. Général Trinquant, est-ce que c'est une surprise de voir effectivement l'armée, ou en l'occurrence l'industrie militaire ukrainienne, capable de viser, de frapper aussi loin à l'intérieur du territoire? Non, c'est pas une surprise. En Ukraine, il y a une industrie de l'armement
importante. À l'époque soviétique, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une capacité des ingénieurs à améliorer les systèmes. On se souvient du missile Neptune qui a coupé le Moskva, qui était quelque chose qui avait été arrangé par les Ukrainiens. Donc ça veut dire quoi? Il y a la technologie d'origine qui peut être américaine ou soviétique ou russe, et il la booste en quelque sorte, c'est ça? D'abord, la technologie soviétique, pour reprendre le terme, ou russe, était faite en Ukraine, une grande partie. Donc, à partir de là, ils ont des ingénieurs qui savent faire. Il y a la maîtrise et qui améliorent. Ils ont la maîtrise. Donc, c'est pas tellement une surprise qu'ils soient capables de le faire. Ce qui me frappe beaucoup dans ce qui est arrivé là, c'est la retenue des Russes comme des Américains. Alors ça, je vais vous donner la parole là-dessus, sur l'aspect diplomatique et réaction des uns et des autres. Sur le plan technique, moi, je suis pas surpris. Il y a plein de choses. J'ai participé à un briefing fait par l'armée française il y a pas très longtemps, et ils sont surpris par des choses incroyables. Ils ont mis en point un système, par exemple, où avec votre téléphone portable, votre iPhone, vous prenez un missile russe qui arrive, vous le filmez, et automatiquement la défense aérienne ukrainienne est prévenue et est capable d'intégrer les données qui permettent de tirer sur le missile. Et ça, c'est participation de la population, c'est pas les militaires, c'est tous les Ukrainiens. Ça ouvre une question, c'est-à-dire qu'on a le temps, c'est-à-dire que si on voit passer le missile à la frontière, le temps qu'il arrive quelques centaines de kilomètres, c'est ça que j'essaie de comprendre. Non, mais pas à tous les coups. Mais je veux dire, si vous en avez 4 ou 5 qui le font, il y a bien un système qui va permettre de se mettre en œuvre. Et je souligne que ça, par exemple pour les armées françaises, c'est une grande leçon. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des systèmes très fermés, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des systèmes très ouverts qui permettent, en fait, d'accélérer le processus de lutte contre ce type d'armes? Julien Théron, est-ce que c'est quand même si on va effectivement voir que les réactions diplomatiques sont plutôt, entre guillemets, calmes, mais est-ce que c'est quand même une étape supplémentaire, ce qui s'est passé avec ces frappes? Sur la distance, oui, mais en réalité non, parce qu'il y a déjà eu des frappes sur le sol russe, notamment par des hélicoptères à Belgorod, des dépôts dont on ne savait pas très bien si c'était des drones, des missiles ou des actes locaux. Parfois, on se demandait si c'était pas les Russes ou des commandos ukrainiens. Donc en fait, ça n'est certainement pas la première fois que les Ukrainiens frappent en territoire russe. Et alors non seulement, effectivement, ce sont des cibles militaires qui sont frappées, mais en plus, il n'y a pas d'invasion. Des Ukrainiens qui pourraient intégrer une partie envahir une partie du territoire russe ne le font pas. Donc c'est juste effectivement une manière d'empêcher les frappes contre l'Ukraine. Donc ça n'est pas du tout effectivement à mettre sur le même point. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, effectivement c'est un peu ce qu'on appelle la défense totale en sciences politiques mis au goût du jour 2.0, c'est-à-dire la manière dont la population elle-même, si on compare par exemple avec un épisode qui s'appelait la guerre d'hiver en Finlande, quand l'Union soviétique a envahi la Finlande, eh bien les Finlandais faisaient déjà un peu de cette manière-là. Donc là, pardon, on est à quelle époque? Au milieu du XXe siècle. D'accord. Et donc en fait, les Finlandais déjà tous participer à l'effort de guerre, un peu comme les Ukrainiens le font aujourd'hui. Parfois, c'était en termes d'acquisition du renseignement. Et en fait, ça n'est pas autre chose que de l'acquisition du renseignement d'intérêt. Avec les outils d'aujourd'hui. Du RIM, avec les outils d'aujourd'hui. Effectivement, en temps réel, si vous avez, comme vous le disiez, 5 téléphones portables qui, en temps réel, connectent immédiatement une information, on peut éventuellement décrire une trajectoire pour répondre à votre question. Oui, selon le type de missile, il est possible d'avoir assez de temps pour intégrer ces datas et déclencher une contre-mesure. Effectivement, oui, c'est techniquement possible. Mais c'est très intéressant de voir ça. Et effectivement, je veux le préciser aussi, on a toujours tendance à dire, alors l'URSS c'était la Russie, et donc les armes ukrainiennes qui étaient en URSS viendraient de Russie parce que la URSS est devenue la Russie. Non, l'Ukraine faisait partie de l'URSS et en continuité, comme le Kazakhstan ou d'autres pays de l'ancienne URSS. Alors, on voulait évoquer l'aspect diplomatique, on y vient tout de suite avec... On a entendu dans le sujet de Mathias Arez une première fois le porte-parole du ministère russe de la Défense. Je vous propose un autre extrait de sa réaction. C'est presque aussi alambiqué. Regardez, écoutez. Le régime de Kiev, afin de mettre hors d'état de nuire des avions russes à long rayon d'action, a tenté de frapper avec des drones de fabrication soviétique sur la base aérienne militaire de Diaghilevo, dans la région de Ryazan, et la base aérienne Engels, dans la région de Saratov. Dominique Trinquant, comment il faut comprendre la communication russe après ces frappes ukrainiennes, donc qui visaient, je le rappelle, des installations militaires? Première réaction, ce ne sont pas les Américains. Ils auraient pu dire c'est des armes américaines.
à mentir, ce ne serait pas la première fois. Hein. Donc non, tout de suite, ce sont des armes soviétiques, d'ailleurs ils le disent, hein, des armes soviétiques, ukrainiennes, et donc c'est bien à l'Ukraine qu'on a affaire. Donc on n'est pas en guerre contre les Américains. Et je rebondis tout de suite, les Américains disent la même chose. On n'est pas en guerre contre les Russes, puisque ce n'est pas nous qui poussons à ce type-là. Donc les Américains comme les Russes temporisent, on n'est pas face à face. Premier point. Deuxième point, les résultats sont mineurs. Il y a alors eu... ça, c'est sûr, alors on les a détruits. Oui, mais attendez, ça veut dire qu'on n'escalade pas. Ça veut dire que pour les Russes, on minimise. Vous comprenez ? On aurait pu attaque contre le sol sacré de la Russie, etc., etc. Escalader, non, pas du tout. On laisse ça à un niveau mineur. Donc je pense que les Russes, qui sont bien embêtés là-dessus, au passage, les réseaux russes sont furieux en disant « Mais attendez, on n'est pas défendu. Qu'est-ce qui se passe ? Les bases où on a nos avions stratégiques, où en plus des images satellitaires sont publiées, où on voit tous les avions alignés sur le tarmac. » Oui, il y avait eu quelques jours auparavant, c'est ça, des images de ces les Russes disent « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas défendu, vous mettez même pas en alerte vos systèmes, et voilà ce qui arrive. » Donc je pense que les Russes sont très ennuyés par ces frappes-là, et simplement dans la communication veulent minimiser ce type d'attaque pour ne pas d'abord envenimer la situation et que la population ne ressente pas ça trop durement. Alors on a entendu, Irina Dmitrichine, la réaction américaine, effectivement là aussi assez low profile, pas de volonté d'escalade, mais en creux on a parfois, en entendant la réaction américaine, on se dit est-ce que l'Ukraine a le droit de frapper sur le sol russe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait un peu pardon d'employer ce terme, cette petite musique dans l'air aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette déclaration elle était liée au type d'armes que les Américains livraient, au fait que ces armes étaient censées ne pas aller jusqu'au territoire russe. Maintenant, on a eu aussi des réactions comme celle des responsables allemands qui a dit que l'Ukraine a parfaitement le droit de se défendre, article 51 de la charte de l'ONU. Donc, en fait, personne ne conteste le fait que les Ukrainiens ont le droit d'utiliser leurs propres armes qui n'ont pas été livrées par l'Occident pour mener leurs propres opérations militaires. Ouais. Oui, parce qu'il y avait cette idée d'armes de défense, alors plutôt que d'armes d'attaque. Je ne suis pas assez spécialiste, j'emploie peut-être pas les bons termes, Julien Théron, mais et c'est ce qu'on ressent dans la réaction officielle américaine. Il y a quand même une gêne des Américains ou une crainte de voir leurs armes utilisées un peu au-delà de ce qui était prévu. Est-ce que vous l'analysez comme ça ? Oui, depuis le début, les Américains craignent ça. Mais il y a un accord avec Kiev qui est de dire vous n'utiliserez pas les armes américaines pour frapper le sol russe. Ouais. Point à la ligne. Le cas a été discuté sur la Crimée. Il n'y a pas eu nécessairement de problème sur la Crimée puisque c'est un territoire reconnu internationalement comme un territoire ukrainien. Donc ça ne pose pas nécessairement de problème. Là, on est dans un autre cas parce que c'est un territoire reconnu internationalement comme russe, effectivement, mais ce ne sont pas des armes américaines. Donc il n'y a techniquement pas de question. Et sur la légalité de cette action, l'Ukraine, il faut le redire, la Russie n'a pas le droit d'attaquer son voisin parce qu'il n'y a eu aucune raison. D'ailleurs, ils n'ont même pas déclaré la guerre, parce qu'officiellement, ça n'est pas une guerre. En revanche, effectivement, au regard de la Charte des Nations Unies, l'Ukraine a le droit légal de se défendre contre la Russie. Alors, dans cette partie de notre débat sur les conséquences, on va dire, diplomatiques, je demande à Quentin Calmet de nous rejoindre. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Avec une intervention très intéressante aujourd'hui, le général de l'armée de l'air, Bruno Clermont, qui était reçu au Sénat et qui a évoqué, évidemment, ces attaques de drones. Oui, tout à fait. Les sénateurs lui ont demandé est-ce qu'une ligne rouge a été franchie ? Comment comprendre effectivement la prudence des Américains qui ont redit ne pas encourager de telles frappes ? Ces attaques, tout simplement, changent-elles la donne ? Écoutez effectivement l'analyse de Bruno Clermont. Il est clair que la ligne rouge des Occidentaux, c'est de dire on vous donne de l'armement, vous n'avez pas le droit de frapper la Russie. Vous n'avez même pas le droit de frapper la Crimée. Les quelques rares frappes qu'il y a eu sur la Crimée ont été faites avec des armements ukrainiens, soviétiques, en tout cas pas des armements occidentaux. Donc cette limite, elle est mise parce que la priorité, la seule priorité des Occidentaux, des Américains, mais je pense également, et c'est dit comme ça du président Macron et de l'OTAN, c'est de ne pas aller jusqu'à une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Parce que la Russie a 6000 têtes nucléaires. Autre question, quelle sera la réplique de la Russie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Sans doute une nouvelle pluie de bombes meurtrières sur le territoire ukrainien, selon l'expert militaire. Alors, peut-on aller jusqu'à l'utilisation d'une arme nucléaire ? Bruno Clermont est également revenu sur ce point et s'est voulu rassurant. Écoutez.
Donc effectivement, la frappe de la Russie, je pense qu'il va y avoir des représailles très sérieuses de la part des Russes, avec encore des missiles qui vont tomber sur l'Ukraine en grande quantité. La question du seuil nucléaire, moi je l'aborde tout de suite parce qu'elle a été plus ou moins évoquée. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en fait, imaginons que la Russie tire une arme nucléaire de faible puissance sur l'Ukraine, le monde s'arrête. Et le général a également dressé un bilan au 286e jour de guerre. Voilà, un bilan très sévère pour l'armée russe. Dès le départ, avec l'invasion manquée au début du conflit, qualifiée de désastre par ce général pendant cette audition, l'armée russe est minée par la violence, la corruption et le manque d'entraînement, a également dit Bruno Clermont. L'une des principales surprises depuis février, a dit ce gradé, c'est la faiblesse de son aviation à la Russie. Écoutez donc le général ce matin, une dernier extrait devant la commission de la défense. Oui, c'est vraiment une surprise incroyable. Pourquoi cette aviation hyper puissante a été si mal utilisée? C'est parce qu'ils ne savent pas faire. Ils savent comment il faut faire, ils savent ce qu'il faut faire. Ils copient-coller la doctrine américaine, mais ils ne s'entraînent pas, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les mécaniques, ils n'ont pas les chefs pour ça, ils n'ont pas les structures les CAOC, la mécanique de la planification, de la boucle j'observe, je détecte, je tire. Ils ne savent pas faire ça, ils ne s'entraînent pas, ils sont mauvais. Voilà, je vous la fais simple, hein. Ils sont mauvais, donc, alors que les Ukrainiens, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont bons. Donc vous voyez, ils compensent leur sous-effectif et leur sous-équipement par une excellente gestion de leurs moyens. Voilà, ce militaire qui a dit que tout ce déroulé de la guerre côté russe, lui rappelait des affrontements du XXe siècle plutôt qu'une guerre du XXIe siècle. Merci beaucoup Quentin, ce sont des discussions qu'on a déjà eues sur ce plateau. Je vous propose, on va ouvrir maintenant sur l'état de l'armée russe et sur son déploiement. Vladimir Poutine qui a pris la parole aujourd'hui. Sur ce déploiement, 150 000 réservistes mobilisés en Ukraine. Voilà ce que dit le président russe. J'y arrive, pardon. Sur 300 000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, nos défenseurs de la patrie, 150 000 sont en formation et l'autre moitié des soldats se trouvent dans la zone d'opération. 77 000 se trouvent directement dans des unités de combat, tandis que le reste se trouve en deuxième ou troisième ligne, agissant en tant que troupes de défense ou suivant une formation complémentaire dans la zone de l'opération. Alors si je comprends bien, Général Trinquant, ce sont les réservistes. La mobilisation qui avait été annoncée en septembre, on est dans ce cadre-là. C'est pas une nouvelle mobilisation. Non, en tout cas, pas à l'instant T. Non, pas à l'instant T. Alors, il y a un grand flou, comme vous le savez, sur la mobilisation, puisque le chiffre de 30 000 a été annoncé, alors que l'article 7 du décret annonce des chiffres beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Supérieur. Oui. Bon, on ne sait pas trop. Hein, on annonçait 1 million. Bon. Mais aujourd'hui, il y a un autre sujet. C'est que normalement, les réservistes devaient passer 3 mois en formation avant d'être envoyés au combat. Ouais. On voit bien que ce n'est pas le cas, puisqu'il y en a qui sont déjà au combat, et on sait qu'il y en a qui sont morts dans les quelques jours après la mobilisation. Le problème des Russes aujourd'hui, c'est de réorganiser leurs forces. Alors, ça a été l'objet du décrochage de Kherson. Hein, ils sont partis de Kherson pour réorganiser les forces et ils sont en train de se concentrer dans la région du Donbass. Et dans la région du Donbass, c'est là qu'il y a le plus de combats actuellement. Mais là-dedans, vous avez donc les forces qui étaient sur la rive droite du Dniepr qui sont récupérées pour faire ça, plus les réservistes qui comptent des trous et ceux qui sont en formation qui pourraient former des unités pour venir. Alors, avec quel équipement ? C'est une grande question, puisqu'il y a quand même beaucoup d'équipements. On prétend qu'il y a pas loin de la moitié des chars qui ont été détruits. Donc avec beaucoup d'équipements en plus qui viennent d'où ? De stocks, probablement assez anciens. Et donc les Russes, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à se réorganiser. Pour faire quoi ? Pour s'installer en défensive. Donc, si vous voulez, quand le président Poutine annonce qu'il a gagné des terrains et tout, oui, il devrait annoncer qu'il est en train d'en perdre progressivement. Ouais. Alors, le seul endroit, effectivement, je ne sais pas si on en parlera après, c'est Bakhmout. Oui, c'est un cas particulier. Ben, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un cas particulier. Hein, c'est Wagner, c'est pas vraiment l'armée russe. Ouais. Donc voilà, la Russie a du mal à se réorganiser comme ça. L'Ukraine, en revanche, qui était sur l'offensive, qui a gagné à Kherson, qui a gagné à Kharkiv, aujourd'hui, elle se prépare pour une nouvelle contre-attaque qui a été annoncée d'ailleurs par le président Zelensky. On ne sait pas où aujourd'hui, forcément, sinon les plans seraient éventés. Mais il y a un problème de mouvement. Il y a un problème de météo. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent,
l'hiver n'est pas un handicap pour les actions offensives. Au contraire. Ça ne gèle pas les actions militaires. Les soldats ont froid, naturellement. Oui, ça, on l'imagine. Surtout en fonction de l'équipement des uns et des autres. Voilà. On l'a vu sur ce plateau. Voilà. Mais surtout, ça permet la mobilité. Les blindés, quand le sol est gelé, peuvent bouger. C'est plus simple en revanche, la boue de l'automne. Voilà. Ouais. En revanche, les soldats qui sont dans les tranchées, pour eux, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Donc, voilà. Irina Dmitrichine, est-ce qu'on sait combien d'hommes et de femmes, puisqu'il y a évidemment des femmes aussi qui sont mobilisées, dans l'armée ukrainienne, ça représente combien de personnes et vous n'avez pas cette info? Ou à quel point la population ukrainienne, puisque cette guerre dure, on va atteindre les 10 mois de conflit, se mobilisent militairement aussi. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément des militaires de carrière, pas forcément des réservistes, et qui finalement sont rentrés dans le conflit par volonté ou à la demande des autorités. Donc il n'y a pas eu de conscription générale en Ukraine. Donc il y a eu beaucoup de volontaires qui se sont engagés. Et il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée pour permettre aux gens qui ont servi pendant 1 an de pouvoir être relevés, de pouvoir souffler. Le ministre de la Défense a répondu que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce que faire partir 1 million de personnes qui sont formées, ça suppose pouvoir former les gens qui viendraient les remplacer, ce qui n'est pas évident. Mais ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens sont dans la lancée et sont conscients que ce n'est pas le moment de relâcher, et qu'au contraire, il faut engranger les victoires maintenant que la situation se prête, sachant que la Russie pourrait profiter très certainement d'une trêve pour se reconstituer et reprendre au printemps. Oui, donc la trêve profiterait plus à l'armée russe qu'à l'armée ukrainienne. Julien Théron, comment... Pardon, là aussi, c'est vraiment des questions de base. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Dmitrichine, sur la mobilisation des Ukrainiens, il y a quoi? Il y a des rotations entre ceux qui sont au front et ceux qui sont à l'arrière. Comment une armée s'organise sur le long terme? Oui, alors c'est obligatoire qu'il y ait des rotations. Les soldats ne peuvent pas rester comme ça au combat pendant tout le temps. Et puis, on en parle assez peu, mais les Ukrainiens subissent des pertes aussi, même si on estime qu'il y a un rapport de 60% à peu près entre les pertes russes et les pertes ukrainiennes. Les Américains nous disent qu'il y a environ 100 000 militaires russes qui sont hors combat. Alors, ça ne veut pas forcément dire morts, ça peut vouloir dire aussi blessés, et à peu près 60 000 pour les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens subissent, si vous voulez, les mêmes problèmes que les Russes. C'est-à-dire que quand on a des pertes, il y a des unités qui sont désorganisées, il y a des matériels qui sont détruits et qu'il faut reconstituer. Donc logistiquement, c'est un petit peu la même chose. Mais comme le général le disait devant le Sénat, effectivement, il y a la motivation. 2, il y a des capacités de l'armée qui ont été revues en janvier dernier, donc avant les opérations, sur la manière dont s'organisent les armées, en fait. Donc, si vous voulez, ils se sont réformés juste avant l'intervention, ce qui n'était pas du tout le cas des Russes, dont l'armée ne savait pas vraiment qu'ils allaient combattre. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même processus. Et on dit aussi que depuis la Crimée, il y a eu beaucoup de réservistes chaque année qui se sont formés en Ukraine. C'est un territoire en guerre, donc il y a eu des gens qui se sont aguerris. Une grande partie de la population masculine, en tout cas. On pourrait dire que les Russes, ça a été aussi un petit peu le cas, parce que la Russie a fait tourner les troupes énormément en Syrie, par exemple. Donc il y a eu 60 000 soldats qui ont été aguerris en Syrie. Mais on regarde des pertes qu'ils ont, effectivement 60 000, du coup ça fait pas tant que ça. Je voudrais préciser sur cette histoire de mobilisation en Russie qu'il y a eu la mobilisation partielle, mais il y a eu aussi une mobilisation en général, aussi il y a un appel militaire qui est le 1er avril et le 1er octobre. Ça, c'est tous les ans, quoi. Tous les ans. D'accord. Donc il faut additionner ces troupes-là, plus le fait qu'on est en train de parler d'une nouvelle phase de mobilisation qui devrait intervenir, tout en ne sachant pas si la précédente était déjà terminée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, il y a probablement un processus assez continu de recrutement et de mobilisation. Les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Défense sont des chiffres les plus officiels des officiels. 300 000, c'était l'objectif. Ils en ont pile 300 000. 150 000, enfin, c'est comme s'il y avait un chiffre et une efficacité. Pas obligé de les prendre pour argent comptant, j'ai bien compris. Absolue. Tous les éléments d'information qui nous proviennent de Russie, que ce soit des déserteurs, des services de renseignement ou quoi, nous démontrent que c'est l'exact inverse. Les unités ne sont pas complètes, il est difficile de prendre des gens. Enfin, je veux dire, bon... Je vous donne la parole tout de suite, Dominique Trinquant, mais peut-être que vous pourrez intégrer à votre réponse. C'est l'une des phrases du jour, cette phrase. On l'a vu en titre, on ne vous la repropose pas in vivo, mais c'est Vladimir Poutine qui reconnaît, qui dit la guerre est un long processus. Et donc, bien sûr. Est-ce que c'est un aveu d'échec en creux ?
Oui, il faut rappeler qu'il pensait gagner en 3 jours, à peu près, enfin une semaine. Donc évidemment, ça lui paraît long. Le processus d'incorporation et de mobilisation fait que, par exemple, l'incorporation du mois d'octobre a été repoussée au mois de novembre. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à engranger en même temps les mobiliser et les incorporer. Du côté ukrainien, pour voir l'autre côté, il y a beaucoup de formations qui sont faites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe. Il y a une mission de l'Union européenne qui a été lancée pour former et qui a démarré très très vite d'ailleurs. L'Europe est surprenante en ce moment. Des processus qui prennent des mois, là, se règlent en quelques jours. Et en quelques jours, on a mis une mission avec un commandement en Allemagne, un commandement en Pologne, et il y avait une mission sur le déminage qui était préparée en France. Donc, l'armée ukrainienne continue à se former, à être équipée et à se préparer. En Russie, elle fait ça toute seule, la Russie, et donc elle a quelques difficultés, d'autant qu'il faut rappeler que l'armée russe a été réformée en 2008 et qu'il n'y a jamais eu de processus de mobilisation depuis 2008. C'est-à-dire qu'ils sont en train de découvrir en marchant. Comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on met les gens. D'où les images qu'on a vues de gens qui étaient mobilisés, qui n'ont pas d'armes, ou de l'équipement qui est mal fichu, parce que les centres n'ont pas été testés. Qui devaient acheter eux-mêmes une partie de leur équipement. Oui, parce que la mobilisation, c'est quelque chose qui se prépare régulièrement. À l'époque où en France on avait ça, on avait des exercices tous les ans de mobilisation. Là, il n'y en a plus. Donc ils font ça pendant la guerre, ce qui est un peu compliqué. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur les frappes russes en Ukraine qui continuent, évidemment, avec d'abord cette visite et cette réaction du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Il visite les ruines d'un bâtiment qui a été détruit à Izium. 50 civils y ont été tués. On l'écoute. Nous sommes ici à Izium, au milieu d'une autre scène de destruction insensée. Vous voyez derrière moi un immeuble de plusieurs étages avec des signes de vie du passé. Lorsque les personnes qui vivaient dans ce bâtiment ont essayé de trouver un abri, le bâtiment s'est effondré et nous avons trouvé plus de 50 corps et nous les avons documentés. Et évidemment, les frappes russes continuent sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on a appris la mort de 6 civils, 5 autres blessés dans une ville proche de Donetsk. Irina Dmitrichine, c'est le président Zelensky d'ailleurs qui a annoncé ce bilan dans cette ville proche de Donetsk. Quel retour vous avez de ces villes bombardées ? On voit ces images, on va parler d'une autre ville dans un instant, vous l'avez cité tout à l'heure. C'est la ville de Bakhmout, on dit c'est le Verdun du Donbass, on va bien faire la différence. Mais quel retour vous avez ? Comment les habitants tiennent dans ces villes bombardées qui sont quasiment détruites? Ils sont partis ailleurs, comment ça se passe? Il y a des gens qui restent là, c'est la frappe sur Kurakhove, donc dans la région de Donetsk. C'est malheureusement une litanie triste litanie qui se répète tous les jours pratiquement. Les gens sont résignés, donc ceux qui voulaient partir sont partis, ceux qui tiennent à rester sont malheureusement confrontés à ce risque-là. Et donc chaque frappe n'est fait que remonter en quelque sorte la colère des Ukrainiens et leur envie de tenir. Je me souviens, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous aviez évoqué un mouvement d'une partie de la population vers des villes plus rurales. Voilà. Est-ce que ce mouvement s'est massifié? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont dû quitter les villes parce que l'alimentation électrique est coupée et que c'est peut-être, je mets plein de guillemets, plus facile de survivre dans une vie quotidienne dans un village de campagne? Ce mouvement concerne plutôt les agglomérations dont les infrastructures électriques ont été touchées. Oui. Et lorsque vous habitez dans une tour au 13e étage et vous n'avez pas d'ascenseur, vous avez l'électricité 2 heures par jour, etc., pas de chauffage, donc effectivement, ceux qui peuvent sont invités à partir vers les villages, tout simplement, parce qu'on peut se chauffer au bois, on peut trouver d'autres solutions, mais il y a aussi des gens qui continuent à vivre dans ces immeubles, qui s'organisent pour aller travailler dans les espaces de coworking ou dans les cafés. Donc aujourd'hui, les coupures sont annoncées, sont réglementées. Donc quand ça ne correspond pas tout à fait à ce qui a été annoncé, c'est soit matière à une déception, soit à des blagues en disant belle surprise, je me suis préparée à travailler dans le noir et en fait la lumière était là. Je me
même pu voir un film ou terminer à cuisiner un plat. Donc il y a cette résistance qui est prête à tenir, en tout cas aujourd'hui, au début de l'hiver, début décembre, les gens ne sont absolument pas prêts à abandonner. Alors, dans une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux soldats à l'occasion de la journée des forces armées du pays. Alors, il visitait la ville de Sloviansk, on est à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout, donc ce principal champ de bataille de la région. On écoute le président ukrainien tout de suite. Aujourd'hui, traditionnellement, je me retrouve sur la ligne de front avec nos soldats. Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de guerre s'est agrandie, la lutte est plus dure, le prix est plus élevé. Mais ce qui reste inchangé, c'est votre courage, votre endurance, votre volonté et donc notre liberté, votre indomptabilité et donc notre indépendance. Dominique Trinquant, je lis de plus en plus à propos de Bakhmout, le Verdun du Donbass. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville, dans cette région? Oui, alors c'est la guerre privée de M. Prigojine, le patron de Wagner. Donc ce sont des milices en quelque sorte. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires. Dont il faut rappeler que c'est des mercenaires qui viennent de partout, qui viennent en particulier des prisons. Et comme vous le savez... Aujourd'hui, Wagner est présent en Afrique aussi, et je déjeunais avec des Africains qui m'expliquaient qu'ils recrutaient dans des prisons africaines également, pour les envoyer en Ukraine. Donc, c'est un mercenaire. Ce sont des mercenaires. Et M. Prigojine veut remporter une victoire. Et donc, il envoie au casse-pipe, à l'abattoir, des gens qui ne sont absolument pas formés. On prétend même qu'il y a des soldats qui sont à usage unique, c'est le terme qui est employé, pour essayer d'obtenir une victoire de façon à pouvoir démontrer qu'il est meilleur que l'armée russe. Parce que M. Prigojine veut avoir une place particulière dans l'environnement du Kremlin et en Russie. Et donc, mais ça fait des semaines. Quand je dis des semaines, je crois qu'il y a plus de 2 mois qu'ils sont en train d'essayer d'attaquer. Donc c'est l'endroit où se concentrent les moyens. Et quand on dit effectivement c'est le Verdun, c'est parce que quand on voit les images, il y a je ne sais pas combien d'obus au mètre carré qui ont été envoyés. Donc c'est de l'artillerie qui a beaucoup tiré, mais ils progressent vraiment très très lentement. Irina Dmitrichine, pour vous c'est une autre ville martyre? Il y en a eu tellement d'autres précédemment, ou est-ce qu'il y a le sentiment que c'est encore pire ce qui se passe à Bakhmout aujourd'hui? On a vu les images d'une ville pratiquement rasée et les villes autour également. Donc, bien sûr, numériquement, ce n'est pas Mariupol, mais le même schéma, si vous voulez, s'est répété. Et on est conscient de la victoire, enfin, de l'importance symbolique de cette ville. Symbole qui aura aussi un impact sur les troupes et sur la suite de la guerre. Mais malheureusement, on était pratiquement prêt à voir cette ville détruite. Est-ce que c'est un verrou stratégique, cette ville, ou pas forcément? Oui, relativement. Il y en a d'autres, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est typique des doctrines soviétiques anciennes, notamment d'un penseur militaire qui s'appelle Isserson. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'attrition, c'est-à-dire typiquement ce qui se faisait pendant la Première Guerre mondiale, de détruire juste avec des bombardements sur une guerre de position, et puis une guerre de mouvement. En réalité, les Soviétiques faisaient beaucoup ça, c'est-à-dire un énorme barrage d'artillerie pour créer des grandes percées de blindés qui pénétraient, ce que les Russes essayent de faire depuis. Et c'est très intéressant de voir ça, qu'ils essayent de faire ça à Bakhmout, parce que ça veut dire qu'en fait, ils ne s'adaptent pas à la condition. On voit que les Ukrainiens, non seulement en termes d'armement, mais aussi de tactique, on se souviendra par exemple, vous savez, de ces motos électriques avec 2 hommes dessus, approcher vraiment en silence et puis tirer un tank avec un système anti-tank et puis vite de partir. Bon, ça par exemple, c'est typique de l'adaptation aux guerres contemporaines, alors que ce qu'ils essayent de faire à Bakhmout, ça correspond à ce qu'ils essayent de faire depuis des mois et qui ne fonctionne pas. C'est un vieux schéma en fait, c'est une guerre du XXe siècle. Oui, j'ai pensé à ça quand vous disiez ça tout à l'heure, cette référence. Ils n'ont pas modernisé leur tactique de guerre conventionnelle, et pour une raison simple, c'est qu'ils ne devaient pas faire une guerre conventionnelle en Ukraine, ils devaient impressionner. Mais ce qui est quand même étonnant, ça fait 10 mois que cette guerre... Et ce constat, les uns et les autres, vous nous l'avez fait assez vite. Donc il y a une incapacité de l'armée russe à
se réinventer en quelque sorte? Oui, elle applique des schémas en fait, et on connaissait ça avant les années 90, on apprenait par cœur les schémas de l'armée soviétique, avec le bataillon de tête, le renfort, l'artillerie, etc. etc. Là, dans ce qui s'est passé, effectivement, l'armée qui était là, elle était faite pour impressionner. Le gouvernement ukrainien devait tomber à Kiev. Quand ça n'a pas fonctionné, il faut le reconnaître, parce qu'il ne faut pas voir que des côtés négatifs, les Russes ont été capables de faire une manœuvre opérative, une bascule opérative gigantesque, à partir de Kiev et de la Biélorussie, de tout basculer dans le Donbass. Et ça, militairement, c'est quelque chose de compliqué. De même que la retraite de Kherson, ils ont réussi à la faire, et donc c'est des choses compliquées. Mais dans l'attaque, dans l'application des schémas d'attaque, ce sont que des schémas. Des bombardements, et puis ils avancent progressivement. Et à Bakhmout, c'est même pas d'ailleurs pour faire des percées blindées, parce qu'ils n'en ont quasiment pas. C'est de l'infanterie et qui progresse très très mal. Alors, si je peux juste dire un mot sur Wagner. Originellement, Wagner, c'était censé être une force d'élite, constituée essentiellement de forces spéciales, d'anciens du renseignement militaire. Et en fait, justement, on regarde l'appétit de M. Prigojine. Ils sont tellement déployés sur tellement de terrains, Syrie, Libye, Centrafrique, on l'a dit au Soudan, République démocratique du Congo, un peu partout. Et en fait, qu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une espèce d'hydre qui s'intéresse et qui défend des intérêts très privés, le diamant au Centrafrique, les mines dans le Donbass. Autant de la fantassin lambda, vous voulez dire. Et du coup, en fait, on ne peut pas avoir que de l'élite. Plus on grossit, moins il y a d'élite en réalité. Alors, je vous ai dit, l'une des phrases du jour, c'est cette phrase de Vladimir Poutine sur la guerre qui dure, processus long. Et l'une des images du jour, c'est la une du magazine Time, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine, récompensé par le magazine. Le président ukrainien choisi comme personnalité de l'année, Mathieu Croissando. Évidemment, qui d'autre que lui dans cette année 2022 où on a pourtant vu beaucoup d'événements, beaucoup de soubresauts sur tous les continents. Il est le visage de la résistance, le David ukrainien contre le Goliath russe, celui auquel personne ne donnait une semaine après l'invasion russe en Ukraine, il faut le rappeler, au mois de février, et dont cette offensive, dont un des objectifs, vous l'avez rappelé, était précisément de le destituer le plus rapidement possible, celui sur lequel des rumeurs de contrats ont été lancées aussi, notamment auprès de cette milice, de ces mercenaires Wagner. C'est une sacrée revanche pour un clown. Je dis clown parce que c'était sa profession. Enfin, il était acteur comique et il s'était attiré au moment de son élection d'ailleurs beaucoup de moqueries ou de critiques de la part de l'Occident, où on voyait en lui un avatar du néo-populisme troupier, si j'ose dire, un peu dans la lignée. On se demandait est-ce que ça serait un Beppe Grillo, est-ce que ça serait... Voilà. Ouais. Mais il nous a surpris. Voilà, il a surpris son monde, il a même surpris le monde entier. Il a troqué ses costumes ajustés pour des treillis et des t-shirts kaki tout aussi ajustés d'ailleurs. Et il a su engranger des victoires symboliques dès le début de l'offensive et avant des succès militaires 10 mois après. Les victoires symboliques, ça a été d'abord en assurant le maintien d'un État ukrainien et d'une présidence contre vents et marées, c'est quand même pas évident, et il a symbolisé ça tout de suite. En remportant ensuite très vite la bataille de la communication de façon moderne, percutante, à grand renfort de réseaux sociaux. Ensuite, en convainquant l'Occident que se jouait sur le sol ukrainien une guerre qui les concernait tous les pays de l'Occident. En s'imposant comme un partenaire digne de confiance, auquel on pouvait livrer des armes, et puis un partenaire sur lequel on pouvait compter. Alors il s'est montré pressant vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Union européenne, plutôt constant sur ses positions, influent, jouant de sa communication sur tous les espaces possibles. On l'a même vu, j'allais dire, au congrès du MEDEF cette année, on l'a vu il y a 2 semaines avec Sean Penn. Il a fait feu de tout bois, si j'ose dire, en s'exprimant partout où il pouvait s'exprimer. Alors bien sûr, il a fini par en agacer plus d'un. Je pense à Emmanuel Macron, avec lequel le courant n'est jamais passé, mais aussi ses généreux alliés américains, notamment quand il y a eu ce missile qui s'est craché sur le sol polonais, où là on verra les conséquences de ce tir, de ces attaques de drones sur le sol russe. Mais l'histoire retiendra quand même que c'est lui, Volodymyr Zelensky, qui a fait vaciller Poutine. Il l'a pas fait tomber, il l'a pas ébranlé, mais il l'a résisté. Après 25 ans de règne, quand même, Poutine, c'est qui l'a fait? C'est lui, Volodymyr Zelensky. Alors ce titre ne lui fera bien sûr pas gagner la guerre. Titre de personnalité de l'année. Exactement. Oui. J'espère que ça ne lui fera pas perdre la tête. On peut l'espérer en tout cas, parce que le risque existe. Quand on se souvient, vous vous souvenez qui était la dernière personnalité de l'année par Time? Elon Musk. Il a un peu perdu la tête. Et ben voilà. D'où la réflexion. J'ai une question peut-être presque un peu provocatrice, Irina Dmitrichine, concernant Volodymyr Zelensky. Je vous l'explique. Moi, j'ai souvent, depuis le début de ce conflit, en tête le parallèle, ça vaut ce que ça vaut, mais avec la première année de la Seconde Guerre mondiale et avec le rôle de Churchill en Grande-Bretagne.
Mais la démocratie anglaise fonctionnait. Il y avait une opposition à Churchill qui pouvait s'exprimer, même s'il y avait ce sentiment d'appartenance et la reconnaissance de son rôle. Est-ce qu'il y a une opposition à Zelensky ? Une opposition politique, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des critiques de temps en temps qui s'expriment ou alors plus du tout? Les critiques existent. Maintenant, il y a une sorte d'union sacrée où toutes les forces se sont dit que d'abord, l'essentiel maintenant, c'est la guerre et on fera les comptes après et il y aura des règlements de comptes inévitablement. Il y a beaucoup de questions qui sont déjà posées ici et là. Ça ne remonte pas jusqu'à contester son pouvoir, mais il y aura forcément un retour. Pour l'instant, cette opposition essaie de ne pas tirer dans les pattes, en quelque sorte, de garder l'objectif principal qui est de gagner la guerre et de savoir que l'ennemi n'est pas à Kiev mais plutôt à Moscou. Après, je pense qu'il y aura des forces d'opposition anciennes, mais surtout, je pense qu'il faudrait voir, il y aura des figures qui vont émerger du côté des militaires. Ah, ça c'est intéressant. Général Trinquant ? Oui, très intéressant le parallèle avec Churchill, le très beau film Les Heures sombres, qui montre la guerre parlementaire au moment où la France est envahie et la guerre qu'il gagne pour continuer la guerre, puisque la question était là. L'opposition, je rappelle que le Parti conservateur, lui, voulait pactiser avec les Allemands. Et au passage, Hitler ne voulait pas attaquer l'Angleterre. Donc tout ça, c'était assez compliqué. Mais il y a un autre phénomène qui m'intéresse là, c'est le rôle de l'allié, qui est totalement soutenu par les alliés, mais qui ne doit pas se mettre complètement dans les mains des alliés. Alors, sur l'affaire des frappes dans la profondeur en Russie, je pense que là, il réussit son coup. Les Américains ont beau dire, c'est fait, c'est fait. En revanche, il avait raté le coup du missile qui était tombé en Pologne. Oui. Tout le monde dans sa communication. Dans sa communication, tout le monde a été très gentil. D'admettre que voilà, et tout le monde a été très gentil avec lui. Il n'a pas enfoncé d'ailleurs, parce qu'au début, il a dit, je suis sûr, c'est un truc russe, etc., etc. L'OTAN disait le contraire, les Polonais en particulier qui étaient sur le terrain. Il y a une équipe ukrainienne qui est allée enquêter. On n'a jamais eu les résultats de l'enquête, au passage. On n'a jamais. Ce qui ne veut pas dire ni dans un sens ni dans l'autre. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que son opposition s'est noyée là parce que c'était le point de vue des Alliés qui était le plus important. Mais dans ce qu'il vient de faire, les tirs dans la profondeur, il veut marquer, c'est moi qui veux intimider les Russes, qui veut marquer aux Russes quelles sont leurs limites. Est-ce que c'est presque pardon de vous interrompre, est-ce que c'est aussi un message à Vladimir Poutine? Bien sûr, c'est un peu frapper Moscou. Oui, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, les missiles ou les drones ukrainiens ne frappent que des cibles militaires. Donc, Moscou, je ne vois pas l'affaire. Mais c'est intéressant, moi je trouve ce rapport en allié, puisque vous faites des rapports historiques. Ouais. Moi, ça me rappelle, lorsque la première armée française remontait le Rhône et allait sur le Rhin, et les Américains disaient maintenant, la guerre s'arrête là pour vous, parce que l'Allemagne... Vous avez été vaincu, vous n'y allez pas. Et le général Delattre, en accord bien sûr avec le général de Gaulle, a dit « moi je franchis le Rhin ». Et il est allé jusqu'à Stuttgart. Et d'ailleurs les militaires américains l'ont aidé en fait. Comme lorsque la 2e DB est venue à Paris, il faut rappeler que ça a été un accord plus militaire que politique pour venir. Et donc c'est très intéressant de voir ces rapports avec les alliés qui doivent rester eux-mêmes quand même, parce que c'est leur liberté. C'est leur combat. Alors, vous nous aidez et vous avez droit de dire des tas de choses, en particulier l'affaire du missile, on s'écrase, on ne parle pas, mais quand même, on a aussi notre droit à la parole parce que c'est notre guerre. Est-ce que je posais la question et je vais sur le message à Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine est une cible militaire. C'est peut-être absurde ce que je dis, mais moi je pense à ça quand je vois Volodymyr Zelensky en déplacement tout près du front. Comment ces deux chefs d'État sont protégés d'une certaine façon? Alors, disons le premier bouclier, c'est le secret. Et Vladimir Poutine a mis en place un secret absolu, même de sa présence. On ne sait jamais où il est. Je doute fort que même le renseignement ukrainien ou les forces spéciales soient capables de le localiser et de le toucher. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit un objectif et je crois que ce serait peut-être très contre-productif pour l'Ukraine elle-même. Et rien ne démontre qu'ils suivent ce chemin-là. Non, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a deux positions qui sont très différentes si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et que de la part du président Zelensky, dont le pays est menacé de destruction existentielle,
au sens strict du terme, puisque c'est ce qui est dit par le pouvoir russe. Les Ukrainiens n'existent pas, on doit exterminer ceux qui disent qu'ils sont Ukrainiens. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quand on en est là et qu'on voit ce qui se passe, notamment les bombardements sur les civils, oui, toute incitation à arrêter le combat, y compris de détruire les bases d'où proviennent les aéronefs qui frappent l'Ukraine, c'est assez compréhensible. Alors nous, on voit ça de l'autre côté de l'Europe en disant oui, mais enfin quand même, ils frappent la Russie, c'est presque la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Ils sont menacés d'extinction en Ukraine, il faut bien comprendre ça, et ils essayent de faire en sorte que ça s'arrête. En fait, la négociation, ça finit toujours par la négociation. Ça n'est pas la question. Je veux dire, les Américains parlent aux Russes, les Français parlent aux Russes, les Ukrainiens parlent aux Russes. Il y a eu des rounds de négociation depuis le début, donc il n'est pas la question de savoir si on discute ou pas, si on négocie ou pas. Ce sont des espèces de poncifs qu'on répète pour trouver une alternative au combat cinétique. Mais la réalité, c'est que la négociation est permanente et qu'il faut trouver des incitations pour pousser les Russes à arrêter le combat. C'est ça. Et à rendre les territoires qui se sont attribués de l'État souverain ukrainien. Et les incitations, oui, ça peut passer par ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Julien Théron, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Isabelle Mandreau, Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre. Il est publié aux éditions Talendier.